Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée, et dans ce 264e épisode, on va parler de ces moqueries gentilles. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées, des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. Si vous voulez apprendre à prendre soin de votre santé mentale jour après jour et en faire un véritable mode de vie, rendez-vous dans Coup de main, la salle de sport de votre cerveau. Coup de main, c'est mon abonnement sans engagement dans lequel je vous retrouve tous les jours pour écrire, méditer, faire des exercices guidés et du coaching de groupe. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur sesentirbien.coach/coup de main, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers AZERTY. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching en ligne. Pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot là encore étant séparé du tiret du 6 sur les claviers AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode, en ce vendredi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes parce qu'on va parler d'un sujet hyper important qui, je pense, nous concerne tous et toutes et qu'on rencontre tous et toutes dans notre vie, qui est cette fameuse question des moqueries, mais des moqueries un peu gentilles, vous voyez pas là, mais parce que c'est un podcast, mais je suis en train de faire des gros guillemets avec mes doigts. Vous savez, ces petites phrases, ces petites remarques sur notre physique, sur certains de nos traits de caractère ou certaines de nos habitudes ou certaines de nos façons de faire, que ça soit dans les mots ou dans les gestes, ces remarques en fait qui sont là et qui en fait sont perçues comme gentilles par l'ensemble du groupe et sont qualifiées de gentilles par l'ensemble du groupe, mais qui en fait peuvent être très désagréables, voire carrément blessantes. On va parler de toutes ces remarques, de tous ces mots qui, quand on fait remarquer qu'en fait on n'a pas vraiment envie d'être mentionné de cette manière-là ou d'être référé en permanence par la taille de notre nez ou la taille de nos fesses ou que quand même on pourrait trouver mieux que paupiette comme surnom, eh bien on va nous dire « Oh mais t'es quand même un petit peu susceptible, non ?» Voilà ce qu'on va avoir comme remarque et comme retour. Alors, bien que paupiette ce soit très mignon, je dis pas que le mot est pas mignon. En fait, tout ce qu'il peut y avoir derrière, et je donne cet exemple de surnom parce que c'est un exemple parmi d'autres qu'on a pu m'amener en séance et qui est déjà revenu plusieurs fois, mais ça peut être aussi grosse fesse, gros nez, des choses des fois un peu plus vulgaires, mais voilà, tout un tas de surnoms qui finalement, la grosse, pas mal, des surnoms en fait qui dérivent parfois d'un prénom ou parfois d'une caractéristique physique ou mentale, en fait sont pas très agréables à recevoir très souvent. Et quand on fait la remarque, eh bien c'est mal pris. On nous explique que on l'a mal pris, qu'on n'est pas drôle, qu'on est trop susceptible. Le fameux, vous savez, qui aime bien châtie bien. Bon. Dans cet épisode, j'ai envie déjà qu'on parle de ça, qu'on mette en lumière que ce truc-là existe, que c'est normal d'être blessé, touché, quand il y a des remarques comme ça, incessantes, répétées dans le temps. Et j'aimerais qu'ensemble, on comprenne pourquoi est-ce que ce genre de choses arrive, et pourquoi ça arrive en particulier lorsqu'il s'agit de personnes de notre entourage qu'on aime et qui nous aiment. Donc, pourquoi ça arrive avec des parents, des frères et sœurs, pourquoi ça arrive dans des groupes d'amis autour de nous qui sont des personnes où a priori ce sont des proches, ce sont des personnes avec qui on a une histoire commune, on a partagé des souvenirs et on a des affinités. Pourquoi est-ce que ce genre de truc se développe dans les groupes ? Pourquoi au sein des humains, quand on réunit des humains, il finit par y avoir ce genre de dynamique qui se crée ? Et aussi, j'aimerais qu'on discute ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire quand ça nous arrive ou quand on voit que ça arrive à quelqu'un autour de nous. À quel moment c'est quelque chose qui s'appelle plus juste de la petite moquerie gentille, mais ça devient du harcèlement? Comment on peut réagir et comment on peut se protéger, nous, si ça nous arrive ou si ça arrive à l'un de nos proches? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil sans rentrer dans le conflit, sans être agressif, sans être à notre tour violent, parce qu'en fait, c'est pas le but non plus.
Et voilà, comment on peut essayer de comprendre tout ça et se prémunir des désagréments de cette problématique qui sont ces moqueries un peu gentilles. Alors déjà, la première chose que j'ai envie qu'on discute, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans les groupes pour qu'on fasse ça? En fait, il faut comprendre que on est des êtres sociaux, que nous avons besoin d'être en communauté, d'avoir des liens les uns avec les autres. Et pour symboliser ces liens, on a tout un tas de rituels, on a tout un tas de... alors rituel, ça fait très religieux, mais on a tout un tas d'habitudes qu'on va créer ensemble. Donc il y a des habitudes qui sont très culturelles qu'on a en commun, comme par exemple s'asseoir. En France, il y a une très grosse culture autour des repas. Donc on va s'asseoir autour d'une table et on va manger ensemble. Voilà, ça c'est un rituel collectif. On va avoir des rituels au sein des familles. Je sais pas, peut-être que dans votre famille, on regardait La Maison dans la Prairie le dimanche midi. Bon, si c'était pas le cas, c'est là que vous réalisez qu'on n'est pas de la même génération, vous et moi. Ce petit coup de vieux. Ou MacGyver en fin d'après-midi, mais je crois que c'est pas mieux en termes de référence. Voilà, on pouvait avoir ce genre de rituel. Vous pouvez avoir des rituels, bien sûr, qui sont aussi orchestrés autour de la religion ou autour des croyances religieuses s'il y en a, mais ces rituels, ces habitudes familiales ou culturelles ou quoi n'ont pas besoin d'être centrés sur la religion, mais la religion est une façon de se réunir en groupe, de faire des communautés, etc. Et vous remarquerez que dans ces moments-là, en fait, on va créer des habitudes communes qui vont symboliser ce lien. On va faire des choses ensemble, on va se dire des choses très spécifiques qui vont symboliser ce lien. Eh bien, dans les familles ou dans les groupes d'amis, en fait, on fait ça. On crée une forme de rituel, une forme de lien. On va créer ce que moi j'aime bien appeler en fait une culture commune, ensemble. Et cette culture, on va la baser sur notre histoire, nos souvenirs. Par exemple, vous allez avoir beaucoup dans les groupes, je ne sais pas si vous avez ça avec vos amis, mais des sortes de private jokes. Alors, je ne sais pas comment dire en français, mais ces espèces de petites blagues ou métaphores un peu filées dans le temps qui restent, qui font référence à, je sais pas, à la fois où il y a 4 ans, vous étiez en voyage en Grèce avec les copains et puis en fait, il s'est passé un truc et depuis, ça reste une blague, ça reste un running gag, ça reste un truc qui reste là encore et encore et qui crée du lien. Peut-être même que votre groupe de copains sur WhatsApp, il porte un nom en référence avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est des références communes. Ça peut être lié à la culture, la pop culture commune, des choses que vous avez lues, que vous avez partagées, que vous avez regardées, des séries, des films. Voilà, peut-être des profs avec qui vous étiez ensemble au lycée, si on parle d'un groupe d'amis, peut-être des références vis-à-vis de vos parents, si vous êtes frères et sœurs, où il y a des blagues autour de vos parents, et il y a quelque chose, en fait, qui crée ce lien, qui rend ce lien symbolique un petit peu palpable, grâce à des mots, à des histoires, à des mots peut-être inventés, à des histoires qu'on se raconte, à des espèces de blagues un peu filées dans le temps, qui permettent de symboliser ce lien. Et ça, on fait ça en tant qu'être humain comme une façon de créer de la sécurité, créer un sentiment d'appartenance. En fait, quand on se rappelle de la fois où en Grèce, on s'est tous retrouvés à la porte du Airbnb parce qu'on s'était planté dans le code pour la clé, et ben en fait, ça fait un souvenir commun, ça fait quelque chose qui nous relie. Et ça crée de la sécurité parce qu'on appartient, on était dans ce groupe, on était de ceux-là. Donc aujourd'hui, quand on fait des blagues sur le groupe WhatsApp parce qu'on repart en vacances cet été, oui, t'oublieras pas de bien recopier le code, ha ha ha, et ben en fait, on est en train de se rappeler qu'on fait partie d'un groupe commun. On rit des mêmes choses, on a des souvenirs en commun, on a une histoire commune. On a pas mal ça évidemment dans les familles, dans les fratries, où vous avez plein de souvenirs depuis l'enfance, des bêtises peut-être que vous avez fait avec vos frères ou vos sœurs et que vous vous en rappelez encore à l'âge adulte et il y a encore des blagues à ce propos-là, alors qu'en fait c'est pas très drôle en réalité. Quelqu'un de l'extérieur qui est pas de votre famille dirait ouais bon, ta blague elle est pas très drôle, puis surtout tu la racontes tout le temps quoi, genre tous les ans, à tous les Noëls, on réentend la même blague. Enfin, si vous êtes belle-sœur ou belle-fille ou beau-père ou quoi, et que vous avez comme ça donc une belle famille où il y a des blagues, vous le voyez de l'extérieur parce que vous n'en faites pas partie, vous voyez qu'en fait c'est vraiment juste un rituel pour que les gens se sentent appartenir, parce qu'en soi c'est pas très drôle, c'est pas très intéressant, enfin ça sert vraiment juste à créer du lien entre ces personnes qui se rappellent qu'elles appartiennent à la même histoire commune, qu'elles ont une famille en commun, qu'elles ont un groupe d'amis en commun, qu'elles ont des moments en commun, des souvenirs. Ça c'est extrêmement important en fait.
C'est quelque chose qu'on développe ensemble dans les groupes, aussi petits soient-ils. Donc déjà, à 2 personnes, vous avez ce genre de choses dans votre couple. Vous avez plein de trucs dans votre couple si vous êtes en couple. Des petits mots, des petites phrases qui découlent d'un souvenir, d'un voyage, d'un truc, d'un machin, d'un endroit où vous avez habité. Enfin bref, voilà. Et ça crée de la sécurité. Donc, autrement dit, avoir des références communes, ça crée du lien, ça crée de la sécurité dans des entités un peu symboliques d'humains, où on n'est pas juste un, où on est 2, 3, 4 et autres. Donc toutes les tailles de groupe, en fait, on a ça. On a aussi de la culture commune à des groupes d'appartenance comme des groupes aussi grands que dire tous les Français, par exemple. On va avoir des références communes et qui nous fait nous sentir appartenir au groupe des Français. Et ben vous allez avoir la même chose dans votre groupe d'amis, dans votre famille, etc. Donc, ces petites blagues, si on en revient à notre sujet, qui sont ces espèces de moqueries, par exemple des surnoms un peu ridicules, ou des running gags autour de la taille du nez de votre frère, parce qu'un jour il s'est pété le nez au rugby quand il avait 10 ans et du coup depuis il a le nez de travers et qu'on en fait des blagues mais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui et au début c'était peut-être un petit peu drôle parce qu'il avait un pansement et encore est-ce que lui il a toujours trouvé ça drôle parce que peut-être qu'il avait mal au nez et que c'était pas franchement très drôle mais voilà mais du coup c'est devenu un truc en fait on le re-questionne même plus parce qu'en fait c'est dépossédé de votre frère en fait c'est plus à propos de votre frère c'est à propos du sentiment d'appartenance de votre famille. Puis c'est à propos du sentiment d'appartenance, du fait que votre frère appartient à la famille et que vous en êtes aussi. Vous voyez, à ce moment-là, quand on parle du nez de travers de votre frère et du fait qu'on était là, le jour où il s'est pété le nez, en fait, on parle pas tellement du physique de votre frère, on parle de la famille et du lien qu'on avait depuis les 8 ans de votre frère. Ça, c'est extrêmement important à comprendre qu'en fait, il y a une dimension de sécurité de groupe, il y a une dimension sociologique et interculturelle à l'intérieur de votre groupe d'amis ou à l'intérieur de votre famille. Il y a une espèce de culture commune qui se crée autour de ces petites moqueries, de ces mots, de ces noms, de ces surnoms, etc. Donc, quand on fait des blagues en fait à propos du nez de votre frère, en fait, c'est pas directement adressé à votre frère ou pour le blesser. Dans ce cadre-là, on n'essaie pas de blesser votre frère, on n'essaye pas de se moquer de lui à proprement parler, on essaye de créer du lien et de dire nous sommes une famille, nous appartenons au même groupe. Eh bien, quand c'est visé en votre direction, il y a de très bonnes chances que ça soit la même chose. Quand on vous appelle ma paupiette, quand on vous appelle gros cul dans la famille alors que ça fait rire tout le monde et qu'on se rappelle de ça, ce mot il est arrivé parce qu'un jour, j'en sais rien, vous, adolescente, vous avez dit « Oh, je comprends pas, j'ai vraiment un gros cul », puis votre père, pour rigoler, a dit « Ah oui, hein, c'est sûr, hein, t'as un gros cul », alors vous étiez maigre comme un clou, et que dans votre tête, à cette époque-là, c'était la fin du monde et qu'il a voulu détraumatiser. Je dis pas que c'est très fin, je dis pas que c'est très sensible d'avoir utilisé cette façon-là pour créer du lien dans le groupe, je dis juste que c'est le genre de choses qui arrivent dans notre culture à nous, où en fait, il n'y a pas une conscience collective très élevée sur les émotions et sur l'impact des mots chez les enfants et chez les adultes aussi d'ailleurs. Et du coup, on se rend pas compte on n'a pas d'intelligence émotionnelle. Alors, j'aime pas le mot intelligence émotionnelle, mais je voulais dire plutôt, on n'a pas de compétences émotionnelles. Du coup, on se rend pas compte à ce moment-là. Puis en fait, votre père au départ, c'était pas du tout méchant. C'était oui, ça c'est sûr, hein, t'as un gros cul. Puis après, vous êtes devenu gros cul. Voilà, on vous a appelé gros cul. Puis ton frère, il t'appelle gros cul. Et puis, du coup, ton premier copain, il t'a appelé gros cul. Puis toi, tu te retrouves à 40 ans à te dire, mais attends, en fait, c'est blessant qu'on m'appelle gros cul depuis 20 ans, quoi. En fait. Alors qu'en réalité, au départ, c'était pas un truc qui était mal intentionné. Et c'est pour ça, en fait, que vos proches, ils vont vous dire mais c'est pas méchant. Puis qui aime bien châtie bien. C'est parce qu'on t'aime qu'on te parle comme ça. Si tu n'étais pas notre proche, autrement dit, si tu n'étais pas quelqu'un d'important pour nous, on prendrait pas la peine d'utiliser comme ça un petit nom, un petit surnom, des petites piques. On ne le ferait pas, on ne se le permettrait pas parce qu'on n'aurait pas un lien suffisant pour pouvoir le faire. En fait, être en posture où on peut faire des blagues sur ton physique ou faire des blagues sur ton TDA et donc sur, je sais pas, combien tu es speed ou combien tu fais tomber les objets ou combien tu es maladroit, on se le permet uniquement parce qu'on est proche de toi et que tu sais qu'on t'aime et que tu sais qu'on a une histoire commune et qu'on a du lien. Donc, c'est super important pour nous, là, dans cet épisode aujourd'hui et dans nos vies aujourd'hui, au-delà d'épisodes bien sûr, de comprendre que quand les personnes nous disent qui aime bien châtie bien et c'était pas méchant, en fait elles sont sincères.
Et elles le pensent vraiment. Elles sont juste en incapacité à ce moment-là de se mettre à votre place. Et elles ne voient pas que vous, ça vous blesse. Ou alors, quand elles voient que vous, ça vous blesse, c'est pas recevable pour elles parce qu'elles se sentent pas entendues et elles se disent, mais en fait, tu ne vois pas que moi, je t'aime et je le pense pas, en fait, que t'es grosse ou que j'en sais rien, que ton nez il est moche. Moi, je le pense pas, c'est juste... En fait, on a remarqué que t'avais un nez de travers, ou on a remarqué que t'étais inattentif et que tu perdais tes affaires. Mais à part te dire, bah, j'ai remarqué quelque chose de toi qui est intime, et donc c'est pour ça qu'on est intime, et c'est pour ça qu'on appartient à quelque chose de commun, à part te dire ça, je te dis rien de plus, en fait, quand je te dis gros nez, ou gros cul, tu vois. Donc pour nous, là, c'est hyper important de comprendre que les personnes qui nous disent ça, elles sont sincères et qu'elles ne sont pas en capacité de se relier à nous à ce moment-là parce que c'est pas le paradigme dans lequel elles sont. Peut-être qu'elles manquent d'empathie, peut-être qu'elles ne sont juste pas formées à toutes ces notions-là, qu'elles n'ont pas de la conscience de ça, ou peut-être que pour elles, ce serait trop dur de se rendre compte qu'en fait, en voulant appartenir avec vous, en voulant créer une culture commune, elles vous ont fait du mal. Et elles peuvent pas l'entendre qu'elles sont une personne qui a fait du mal à un instant donné à quelqu'un qu'elles aiment. C'est trop dur de réaliser ça, de se dire « Oh mince, en fait, en voulant créer du lien, etc., en fait, j'ai fait du mal à un proche. » Ça peut être trop dur, elles sont peut-être pas en capacité de l'entendre, ça remettrait trop de choses en question vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc la première chose, c'est important de comprendre ça, déjà, pour partir sur de bonnes bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette information que, en fait, les gens, quand ils font des moqueries gentilles, généralement c'est pour créer du lien et que ça part pas d'un sentiment de faire du mal. Et à quel moment on doit dire stop ? Déjà, première chose que j'ai envie de vous proposer dans les solutions, c'est déjà de faire la distinction entre les moments où c'est effectivement pour créer du lien et les moments où ça devient du harcèlement. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement ? Le harcèlement, c'est sensiblement la même chose que des moqueries gentilles. C'est-à-dire, c'est soumettre quelqu'un à d'incessantes petites attaques, petites critiques, petites remarques, petites sollicitations, tout ça. Sauf que la différence avec les moqueries gentilles qui sont là pour créer du lien et qui soumettent l'autre du coup à des petites piques, mais en fait c'est des petites piques un peu mignonnes pour créer du lien, pour dire « Hey, t'as vu, on est ensemble ». En fait, le but et l'intention de ces critiques est en fait d'affaiblir psychologiquement la victime, d'affaiblir psychologiquement la personne qui reçoit les critiques. Donc ça va être important de savoir qu'il y a une intention qui est différente et ça peut arriver, je l'ai vu, il y a malheureusement des familles où en fait, sous couvert de créer du lien parce que c'est socialement admis que c'est quelque chose qui existe, de créer du lien en faisant des petites moqueries, en fait, certaines personnes sont mal intentionnées et ont envie, enfin quand je dis mal intentionnées, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est plutôt ont envie de victimiser l'autre, de rabaisser l'autre, parce que c'est une façon de se garder en position de pouvoir. C'est des choses que j'ai pu voir entre des adultes, des parents versus leurs enfants qui ont du mal à voir leur enfant grandir et qui ont du mal à les voir leur échapper et qui voient là peut-être une façon d'asseoir un petit peu leur domination, parce qu'on est dans un monde où en fait il y a une domination des adultes sur les enfants. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà pu voir, c'est quelque chose bien sûr qui existe à l'école, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui existe généralement en grande majorité par des élèves plus âgés qui assoient leur domination sur des élèves plus jeunes. Là encore, toutes ces petites piques, ces petites attaques, ces sollicitations répétées, ces noms un peu ridicules, etc., sont là pour affaiblir psychologiquement l'autre. Sont pas là juste pour créer du lien et faire une culture commune. Donc déjà, ça va être important pour vous de faire la distinction entre les deux, et souvent, on peut se dire, parce qu'on est en mode un peu paranoïa, et c'est pour ça que je vous ai pas amené le sujet du harcèlement en tout début de podcast, parce que je voulais que vous ayez le temps d'écouter tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, mais en fait, la plupart du temps, on se dit, comme nous on est blessé et qu'on a mal, on se dit, bah c'est obligé, l'autre en fait, il me veut du mal. L'autre, il essaye de me faire mal, de me rabaisser. En fait, de dire des choses comme, non mais mon père, il a toujours voulu me rabaisser. Ou non mais mon frère, il m'a jamais aimé, il a toujours voulu me faire du mal. En fait, ça serait intéressant de remettre ça dans son contexte et de s'assurer que c'est bien le cas. Parce que ça peut être un cas de harcèlement, c'est des choses que j'ai déjà vues, bien sûr. Il y a des parents comme ça qui sont abusifs et c'est de la violence psychologique. Et vous êtes tout à fait légitime, si vous écoutez ça et que vous êtes concerné par ça, de vous rendre compte que déjà ça fait mal, et que ça fait beaucoup plus mal que ce qu'on imagine, et que plus que ça fait mal, en réalité, ça crée des traumatismes. Par traumatisme, j'entends
une modification significative de votre perception de vous-même, de la façon dont vous gérez les émotions et la façon dont ces souvenirs-là sont ancrés dans votre mémoire. Il y a réellement quelque chose qui s'est passé dans votre cerveau si vous avez été comme ça, attaqué verbalement ou physiquement bien sûr, mais aussi verbalement, toute votre enfance. Avec en plus cette perception d'une intention de nuire. Même quand ça n'a pas eu une intention de nuire d'ailleurs, vous pouvez tout à fait ressortir de là avec des traumatismes. Donc c'est important, d'autant plus si vous êtes dans un cas où vous avez la certitude d'un harcèlement parce que la personne vous a dit son intention de vous faire du mal ou parce que vous l'avez su par ailleurs, enfin, bref, vous en avez la certitude. Mais même si ce n'était pas le cas, en fait, comme c'était répété dans le temps, bien sûr que ça peut être vécu comme un traumatisme et laisser une trace dans votre cerveau. Donc vous êtes légitime à ça. Mais je trouve ça aussi important de savoir d'où la personne vous parlait. Est-ce qu'elle essayait de vous nuire ou est-ce qu'elle n'essayait pas de vous nuire? Ça change rien au fait que ça vous a fait mal aujourd'hui, que vous êtes légitime à avoir mal, hein. Même si elle n'avait pas fait exprès, même si elle essayait juste de créer du lien, dans tous les cas, ça vous a fait mal et c'est important de le reconnaître. Mais c'est important de faire la distinction avec un cas de harcèlement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Une fois qu'on a identifié de quoi il s'agit. Alors évidemment, si c'est un cas de harcèlement, on va se faire aider et mettre en marche les choses qui sont à votre disposition pour ça. Donc, vous pouvez porter plainte, vous pouvez faire appel aux personnes responsables, par exemple si c'est dans le cadre d'un établissement scolaire, bah voilà, si c'est dans le cadre d'un établissement professionnel, même chose, si c'est au travail, vous pouvez évidemment agir, aller remonter ça aux autorités en vigueur et à la hiérarchie adaptée en fonction du contexte et de l'endroit où ça se produit. Donc vous pouvez dans un premier temps faire ça. Si c'est un cas plutôt de culture ou de lien, ou voilà, vous pouvez rentrer en dialogue avec la personne qui est à l'origine de ça. Dans les deux cas, que ça soit du harcèlement ou non, que ça soit juste de la moquerie gentille entre guillemets, la chose que je peux vous recommander, si vous en souffrez aujourd'hui et si vous voyez que c'est toujours quelque chose qui vous déclenche, quand on vous appelle par ce nom ou qu'on appuie sur cet aspect-là de votre physique ou cet aspect-là de votre psychique, etc., je vous encouragerais à aller l'amener en psychothérapie. Et particulièrement de l'amener auprès d'un psychothérapeute qui est formé à des approches dans la gestion de trauma et qui peut, avec vous, avec des outils qui permettent de traiter les traumatismes, retraiter ce souvenir ou ces souvenirs et ces moqueries qui ont eu lieu et qui aujourd'hui vous ont laissé une trace qu'on peut voir dans votre cerveau, une trace biologique, une trace qui fait que vous êtes impacté dans votre quotidien. Même si ça semble minime et ça semble bête parce qu'on se dit « Ah, mais c'était juste un surnom ». Non, ce n'était pas juste un surnom, c'est quelque chose qui laisse une trace aujourd'hui. Donc dans les deux cas, que ce soit intentionnel, que ce soit malveillant ou pas du tout malveillant, vous avez le droit de reconnaître que ça vous a fait mal et vous avez le droit d'aller demander de l'aide. Dans le cas où c'était quelque chose, par exemple votre famille qui essayait juste de créer du lien et que c'était pas du tout malveillant, mal intentionné, etc., vous pouvez rentrer en dialogue et vous pouvez poser une limite. Vous avez le droit de dire, en fait, ce truc-là, de manière répétée, chez moi, ça se transforme en traumatisme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a traumatisé ou quelque chose où ça m'active quand on m'appelle de ce surnom-là, quand on appuie sur cet aspect-là de mon histoire ou de mon physique, ça me touche, ça n'est pas neutre pour moi, donc j'ai le droit de mettre une limite et de dire que je ne veux plus recevoir de remarques sur ce sujet-là. Je peux en informer mes proches, je ne suis pas obligée de le faire, vous savez, je vous ai déjà parlé des limites, je vous encouragerais à aller écouter mes épisodes sur les limites, j'en ai plusieurs, donc vous pouvez taper sur la plateforme de podcast de votre choix, Esther Taïfé, se sentir bien, limite, vous allez tomber sur plusieurs épisodes. Donc vous pouvez apprendre à mettre en place une limite, vous n'êtes pas obligé dans la mise en place d'une limite de dire à l'autre qu'il y a une limite à cet endroit-là, vous n'êtes pas obligé de l'en informer, puisque je vous rappelle qu'une limite, c'est pas quelque chose que vous dites à l'autre, c'est pas quelque chose que vous demandez à l'autre d'appliquer, c'est quelque chose que vous appliquez vous-même. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous vous dites, voilà, si il se passe ça, moi, je me protégerai de telle manière. Ça peut être en partant, ça peut être en faisant la remarque que non, ça peut être en ne revenant pas une prochaine fois, ça peut être... Enfin, il y a plein de façons de mettre des limites en fonction des situations et des contextes. Dans le cadre de mots comme ça, vous pouvez expliquer la limite si vous le souhaitez, et si c'est une personne qui vous est proche. Une bonne façon de faire ça, une façon, on va dire, qui a des chances de réussir, surtout si la personne en face, vous savez qu'elle va
être certainement en train de vous dire « Non mais attends, tu es trop susceptible, c'est pas contre toi, c'était mignon, c'était gentil, faut pas que tu le prennes mal, oh là là, mais on peut rien te dire, etc. etc. » Si vous sentez que ça risque d'amener vers là la discussion. En fait, là, l'idée, c'est de pas parler en tu, de pas dire à l'autre « Voilà, quand toi tu fais ça, et tu m'as dit ça, et tu m'as blessé de telle manière. » Mais c'est plutôt de parler en je, de dire « Voilà, quand tu dis ça, moi j'ai entendu, vous pouvez même montrer à la personne que vous avez compris d'où elle parle, vous dire moi j'ai entendu que tu faisais ça parce que tu as envie, je sais pas, de me signifier que tu es proche de moi et qu'on a des souvenirs en commun, mais moi comment ça me fait me sentir, c'est ça. Voilà ce que je ressens, voilà comment je l'interprète, voilà comment je le perçois et voilà comment ça m'affecte moi et ça m'est propre. Et en faisant ça, vous pouvez faire une demande à l'autre. Vous pouvez demander à l'autre de ne plus le refaire ou de faire différemment, lui proposer une autre façon de faire la chose tout en gardant du lien. Par exemple, si vous avez une proposition à lui faire qui permet de garder le lien entre vous, de garder ce que la personne essayait de faire, que vous imaginez qu'elle essayait de faire et le besoin qu'elle essayait de remplir, la sécurité du groupe, etc., sans vous faire du mal. Donc vous pouvez lui faire une demande, mais c'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez aussi juste vous protéger de ces remarques en juste ne les acceptant plus, c'est-à-dire en ne revenant pas ou en coupant court à la conversation dès que ces choses-là arrivent, etc., sans que l'autre ait besoin de comprendre. Mais si vous êtes dans une démarche de on parle de, je sais pas, mon conjoint ou mon père ou des personnes voilà, qui me sont vraiment très proches, vous pouvez expliquer et faire une demande et proposer une alternative et voir si l'autre la reçoit. Si l'autre la reçoit pas, ça veut dire qu'elle n'a pas particulièrement envie de contribuer à votre besoin ou alors la proposition que vous lui faites ne lui convient pas. Peut-être qu'elle va vous en faire une autre, vous dire non mais moi ça serait vraiment pas naturel, mais par contre je peux faire ça, est-ce que ça t'irait? Donc vous allez peut-être rentrer dans une conversation comme ça qui va vous amener à une solution commune. Mais si elle refuse une solution et qu'elle a envie de continuer à faire comme elle a toujours fait, en fait, vous avez le droit de ne pas continuer le lien, de ne pas continuer à recevoir ses remarques, à recevoir ses piques, et vous avez le droit de vous en protéger. Vous êtes légitime à ça, vous êtes légitime à ressentir de la douleur, vous êtes légitime à trouver ça blessant, et vous êtes légitime à décider que ça ne vous arrive plus. Voilà. Pour les propositions que je vous propose là, je ne vais pas faire plus long parce qu'en fait j'ai déjà des épisodes à propos des limites, mais je vous encouragerais à aller les écouter et à peut-être réécouter cet épisode parce que j'ai dit beaucoup de choses sur ce sujet. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez envie qu'on en parle spécifiquement dans votre cas, je vous rappelle que je peux vous recevoir en consultation. Vous le savez, je le dis en début d'épisode et aussi en fin d'épisode, mais je peux vous recevoir sur ces thématiques notamment. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis très heureuse qu'il vous ait plu. Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide concrète dans votre quotidien pour prendre soin de votre santé mentale, un endroit où retrouver une communauté de gens qui sont dans la même dynamique que vous, alors je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil à mon abonnement sans engagement qui s'appelle Coup de main. C'est vraiment la salle de sport de votre cerveau car la santé mentale, c'est comme la santé physique. Ça se passe dans les habitudes du quotidien. Et comme c'est dur à faire tout seul, eh bien on le fait ensemble. Dans Coup de main, on médite, on écrit, on coach, on discute, bref, on évolue ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sesentirbien.coach/coup de main, chaque mot étant séparé du tiré-du-6 sur les claviers AZERTY. Et bien sûr, je vous reçois aussi en consultation individuelle de thérapie ou de coaching sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé là aussi du tiré-du-6 sur les claviers français AZERTY. Donc je vous donne rendez-vous là-bas. À tout de suite.